Début sur Croisade Télé Sud. Donc, chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui de la théorie sur la Renaissance africaine. Alors, comme support, nous avons le livre de notre invité principal, Théorie sur la Renaissance africaine. Ensemble, changeons l'Afrique aux éditions Ménébic. Alors, c'est un jeune politicien, Ndiaye Ndongo, qui nous vient du Sénégal, président d'un jeune parti politique, Sursaut National. Et nous avons également deux chroniqueurs, deux éminents chroniqueurs. Je présenterai d'abord Étienne Détaillot. Coup de gueule au G8 pour la dignité de l'Afrique. Laissez-nous crever, mais nous ne creverons pas, n'est-ce pas? Et enfin, non pas le moindre, Jean-Philippe Omotunde, que donc beaucoup d'auditeurs connaissent déjà, qui est chercheur en histoire, et en plus de ça, auteur de nombreux ouvrages aux éditions Ménébic. Alors, Ndiaye Ndongo, c'est quoi la théorie sur la Renaissance africaine? La théorie sur la Renaissance africaine, en fait, c'est un livre que j'ai écrit en destination de la jeunesse africaine, parce que quand même, il représente plus de 76% du continent, et que c'est une jeunesse qui, peut-être pour diverses raisons, jusque-là ne connaît pas son propre histoire, sa propre histoire plutôt. Nous avons dans différents manuels scolaires, on nous parle de l'esclavage, on nous parle de la colonisation, et pour une bonne partie encore, ils sont incertains, comment dirais-je, par rapport à qui ils sont réellement. Donc je pense que c'est un livre que j'ai écrit encore par rapport à la Renaissance africaine qui a été forgée par Cheikh Anta Diop, mais qui en 1999 a été utilisé en Afrique du Sud avec l'arrivée du président Thabo Mbeki au pouvoir comme fer de lance de sa politique. Je dis donc, c'est l'occasion pour permettre à notre génération, l'Afrique du XXIe siècle, d'avoir au moins une théorie, c'est-à-dire différents axes qui lui permettent de forger son propre destin dans ce XXIe siècle où l'Afrique est confrontée à différents défis majeurs. Donc, oui, Étienne, alors, une théorie sur la Renaissance africaine, c'est nécessaire? C'est vraiment nécessaire, Étienne Détaillot? Ah oui, c'est nécessaire. Je pense que c'est absolument nécessaire. D'autant plus que cela a été pensé, la Renaissance africaine a été pensée par Cheikh Anta Diop, que nous connaissons tous et dont nous respectons les travaux. Je pense que parler de théorie, c'est absolument nécessaire parce que là, ça fixe les bases de ce que c'est, de comment est-ce qu'on va mener cette renaissance. Là, vous savez, la renaissance, le mot, il n'est pas nouveau. Il y a même d'autres continents ont connu des périodes de renaissance, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut régénérer quand peut-être on a trop vieilli ou bien on s'est laissé beaucoup corrompre. Il faut régénérer. Même dans la société africaine, il y a de temps en temps, au niveau des petits groupements, à un moment donné, on se remet en question et puis on essaye de voir dans quelle mesure on peut repartir de nouveau. Moi, je pense qu'il faut le prendre simplement comme ça. Bon, maintenant, théorie, c'est un gros mot. C'est-à-dire que c'est très intellectuel, mais il faudrait que, à partir de cette théorie-là, que l'Afrique, qui est un continent aujourd'hui que beaucoup présentent comme un continent de paradoxe, continent qui a tout pour réussir, mais qui ne réussit pas. Donc, je pense que la Renaissance... Moi, ce que je voulais justement demander à l'auteur, c'est parce qu'on a vu, en fait, que le panafricanisme est un courant d'idées qui est né en dehors de l'Afrique, hein, dans le bassin caribéen. Est-ce que dans la démarche qu'il a, dans l'écriture de son ouvrage sur la théorie de la Renaissance africaine, il a pensé aussi à la diaspora, alors diaspora africaine relativement vaste, entre ceux qui sont partis à l'époque des événements des razzias négrières et ceux qui sont partis un peu plus récemment? Est-ce que, je dirais, on est focalisé sur le continent, ça englobe vraiment toute la diaspora? Non, je pense que même dans l'historicité du concept, on ne peut pas faire l'historicité de la Renaissance africaine sans parler évidemment de Marcus Garvey, qui était un Jamaïcain qui, par la suite, évidemment, est parti aux États-Unis, où il a lancé l'Union du progrès pour la race noire. Donc je pense que c'est là où d'ailleurs à Harlem, il avait organisé une rencontre internationale en 1920. Je pense que exactement la Renaissance africaine, on ne peut pas la penser indépendamment de différentes mouvances qui se sont passées. Évidemment, il y a celui qui a été dirigé par Du Bois, qui, par exemple, a formé en Angleterre les leaders de nos indépendances. C'est Jomo Keïta, c'est Pat Moore, c'est Kwame Nkrumah. Je pense donc que voilà deux personnalités quand même qui ont donné au moins une base à cet ouvrage. Et donc, nous ne pouvons pas le remercier de manière indéfinie.
Évidemment, il y a les continuateurs du panafricanisme qui ont une bonne place dans cet ouvrage. Cheikh Anta Diop aussi était de ce panafricanisme. Donc je pense qu'on ne peut pas oublier notre diaspora. Évidemment, tout le monde sait dans quelles conditions ils ont quitté le continent. Ce n'était pas avec bon gré. Donc, et encore, par exemple, il y a Du Bois qui est revenu, qui est mort en terre africaine, à Accra. Donc je pense qu'on les appelle aussi toujours à avoir une bonne partie dans cette Afrique du XXIe siècle ou même au sein de l'Union africaine. On tend à considérer la diaspora comme la 6e partie du continent. De façon officielle. Oui, mais comment est-ce que vous pourrez définir alors à ce moment-là, c'est quoi la Renaissance africaine? Voilà, c'est quoi la Renaissance africaine exactement comme définition pour permettre à nos auditeurs de comprendre pourquoi cette nécessité absolument d'avoir une théorie sur elle? On peut dire vraiment très simplement, en fait, c'est la création d'un paradigme africain. Parce que très simplement, en fait, pour analyser une donnée intellectuelle, il faut un cadre de référence. Essentiellement, ce cadre est relativement extra-africain, européen, à vrai dire. Ça, c'est en raison de la colonisation. C'est-à-dire que l'enseignement qui est dispensé aujourd'hui en Afrique est un enseignement dont la matrice même est extra-africaine. Et c'est vrai qu'à partir de là, les intérêts de cette réflexion suscitée par cet enseignement, ce sont des intérêts qui sont orientés vers l'extérieur. Là, il s'agit de faire en sorte que l'Afrique prenne en considération donc son patrimoine historico-culturel de manière à avoir une réflexion centrée, c'est ce qu'on appelle les humanités classiques africaines, c'est-à-dire on se sert de cette base matricielle qui sont tout simplement la production intellectuelle des Africains depuis des époques très reculées, c'est l'époque de l'Égypte et de la Nubie par exemple, et on en fait une matrice opérationnelle dans le milieu de l'enseignement, et on va décliner ça aussi dans l'économie, dans le social, dans la santé et aussi naturellement dans la politique. Alors, quel rapport faites-vous entre Renaissance africaine et développement de l'Afrique? Étienne Taillou. Ah oui, vous savez, c'est fondateur, parce que tel que Jean-Philippe vient de l'expliquer, vous comprenez qu'il faut commencer par là. Il faut changer de paradigme, parce qu'on habite un continent qui est complètement extraverti. L'Afrique vit l'extraversion, et l'extraversion a montré que on ne peut pas se développer si on continue d'être extraverti. Donc la Renaissance, comme Jean-Philippe l'a expliqué, c'est la récupération, la création d'un paradigme purement africain. C'est-à-dire que vous pensez en tant qu'Africain, vous ne passez pas par l'Occident pour revenir en Afrique, un peu comme on voit dans les domaines de télécommunications, ou pour appeler, quand tu es à Brazzaville, pour appeler Kinshasa, il faut que ça remonte à Paris avant d'aller à Kinshasa. Donc il faudrait que, au niveau africain, qu'il y ait ce paradigme qui soit créé, et que tous les problèmes qui sont du niveau culturel, du niveau économique, du niveau du social, du niveau politique, devraient être posés à la base. Et je voudrais amplier juste pour dire que le fait que l'Afrique du Sud se soit approprié cette expression, ce concept de renaissance africaine est très important. Très important parce que j'ai toujours considéré l'Afrique du Sud comme étant le laboratoire de l'Afrique. Pourquoi le laboratoire de l'Afrique? Parce que cette Afrique du Sud-là a réussi sa libération. On sait, il y avait un peuple là-bas qui vivait une sorte d'oppression d'une minorité et qui a réussi sa libération. Mais on ne prend pas ça comme ça en Afrique du Sud. Ce n'est pas une libération, ce n'est pas la victoire d'un groupe sur un autre groupe. Parce que c'est la nation rainbow, c'est-à-dire comme ils disent, c'est-à-dire que la nation arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il faudrait comprendre que l'Afrique du Sud, dans ce qu'ils ont fait, ils ont fait la réconciliation pour créer une Afrique nouvelle, qui soit plus une Afrique noire à côté d'une Afrique blanche, mais qui soit une Afrique tout simplement. Moi, je pense que l'Afrique du Sud étant ainsi le laboratoire, ayant récupéré le concept, peut le travailler et le faire rediffuser en Afrique en général. Et c'est pour cela que je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Afrique du Sud. Et je voudrais simplement dire aussi qu'au niveau africain, parce que à terme, on arrivera à une sorte d'étouffement des souverainetés nationales pour laisser clore une souveraineté panafricaine. Et il faudrait qu'il y ait des démarches qui soient beaucoup plus pragmatiques.
C'est-à-dire qu'au niveau des États, quand on approche, qu'on n'est plus simplement une sorte de camaraderie ou bien une sorte d'affectivité, mais qu'on essaye d'intégrer le fait que les États, c'est d'abord des intérêts et que progressivement, on peut créer des groupes d'intérêts et que c'est plus tard qu'il y aura une sorte de jonction au niveau global pour qu'on atteigne cette Je voulais également vous faire réagir sur le NEPAD. Quel rapport faites-vous en fait entre Renaissance africaine et le Népal? Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, la question que vous avez posée, c'était quelle relation peut-on poser entre développement et Renaissance africaine? Je disais qu'en fait, là, il y a le plan d'ossature de Renaissance africaine qu'on appelle le plan MAB, qui a été à l'origine proposé par le président Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Et c'est ce plan qui a été fusionné avec un autre plan qui a été conçu par le président Wade du Sénégal, qu'on appelle le plan Omega. Donc ce sont ces deux plans en fait qui ont été fusionnés pour donner le NEPAD. Donc le NEPAD en fait c'est un programme qui a été conçu évidemment par des présidents africains. C'est donc le président Wade du Sénégal, le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, le président Bouteflika d'Algérie, le président Obasanjo du Nigeria et enfin le président de l'Égypte, Moubarak. Voilà. Donc c'est le collectif des 5 présidents qui sont à l'origine du NEPAD. C'est ambitieux comme projet, mais je veux dire... réagir, hein? Oui, en fait, je vous ai dit que sur le NEPAD, je me suis penché un peu sur le NEPAD dans mon ouvrage. Je me penchais pour dire, pour apprécier déjà le pas qui est fait, qui est celui des chefs d'État africains qui ont proposé ce NEPAD-là et qu'on soit arrivé. Mais ce progrès s'arrête à ce niveau parce qu'après, on est retombé dans l'extraversion. C'est-à-dire qu'ils ont fait des projets pharaoniques, mais en pensant que le financement viendra de l'extérieur. Et là encore, vous poussez votre coup de gueule. J'ai parlé de naïveté parce qu'il n'y a jamais eu, je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il y aura dans l'histoire, je ne pense pas, il n'y a jamais eu un groupe de pays qui, à un moment donné, domine le monde et qui se sont arrangés à donner les moyens à un autre groupe de pays pour non seulement arriver à leur niveau ou peut-être... Parce que ce qui est clair aujourd'hui, c'est que si l'Afrique a... Et ça, tout le monde le sait dans le monde. L'Afrique a tout, a les ressources. Si l'Afrique acquiert la technologie et acquiert tout ce qui peut déclencher le progrès, l'Afrique sera la partie du monde la plus puissante. Donc vous pensez un plan Marshall africain par les Africains eux-mêmes, c'est ça? Un plan Marshall des Africains par les Africains eux-mêmes. Et là, vous savez que les migrants africains transfèrent en Afrique déjà le double, sinon le triple de ce qu'on appelle aide publique au développement. Donc, il peut avoir, quand on parle de plan, bon, encore que je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce nom de Marshall qui reste. Il y a un plan. Il y a Mo Ibrahim, que vous connaissez, qui est l'homme qui a prospéré dans les télécommunications, qui vient de créer un prix africain pour les chefs d'État africains qui se seront distingués sur le plan de la bonne gouvernance et toute autre chose. Et le prix, aujourd'hui, je crois que c'est 10 millions ou 100 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Alors, il faudrait qu'on pense à des gens comme ça. Il faudrait que les prix soient africains. Bon, on parlera de prix Nobel, et puis ce sera... Mais on parlera peut-être plus tard du prix Mo Ibrahim. Donc, et puis, quand on dit plan Marshall, on peut avoir un plan. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que, bon, c'est vrai que la structure du NEPAD aujourd'hui, on peut être satisfait, on peut être insatisfait. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est la voie vers laquelle il faut aller. Pourquoi? Parce qu'on constate que l'essentiel des échanges au niveau de l'Afrique, c'est l'Europe et les États-Unis qui brassent pratiquement 86 à 90%, je dirais, de la matière industrielle produite, je dirais, extraite du sous-sol africain et envoyée à l'extérieur. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de marché interne en Afrique. C'est-à-dire que les pays ne commercent pas suffisamment entre eux. Ce qui fait qu'on passe
à l'extérieur pour acheter des produits qu'on pourrait acheter chez le voisin. Et c'est là qu'il faut avoir une vraie réflexion, c'est-à-dire qu'il faut permettre la libre circulation donc des produits et des denrées. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut peut-être aussi avoir une démarche de création de marchés régionaux, peut-être ciblés sur certains produits, de manière à attirer donc des personnes qui viendraient des quatre coins du continent, comme on a la foire automobile, par exemple. Il y a la foire automobile, il y a différentes foires qu'on voit donc qui attirent des gens, qui attirent des investisseurs, qui attirent en fait tout simplement des capitaux. Et aussi, il faut aller progressivement. Il y a une autre idée qui est intéressante, c'est la création d'une monnaie commune africaine qui permettra tout simplement de libérer le marché interne africain, d'avoir une seule banque centrale qui permettrait aussi à l'Afrique de peser sur le plan international. Mais je pense que réellement, il faut dire que tout autant qu'on n'aura pas réussi, parce que je dirais il y a le jeu de l'autre, mais il y a notre jeu aussi, on ne peut pas marquer des buts contre notre camp, il faut absolument, je dirais au niveau de l'éducation économique, dire aux gens que tout autant qu'on n'aura pas développé un marché interne africain de manière à faire en sorte que les denrées, même les denrées basiques, je dirais ceux qui rentrent dans le cadre de l'alimentation, produits par un pays, puissent être vendus par un autre, de manière à faire en sorte que dans le cadre des échanges, on soit déjà à un niveau économique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout un problème de taxation, il y a toute une série de choses quand on vend à l'étranger. C'était la discussion des APA à Lisbonne, par exemple. Oui. Il faut savoir que cette théorie de l'extraversion, elle a été conçue, elle a été mise en œuvre. Et on pouvait bien faire des routes entre voilà un exemple. C'est l'Afrique centrale, par exemple. Mais ça, le problème des routes et du chemin de fer, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut des infrastructures pour générer des échanges. Il manque des routes viables, il manque un certain nombre de voies ferrées aussi pour permettre aux marchandises de... Oui, je voulais simplement dire que cela a été... Ce que je voulais dire, c'était d'ailleurs, dans un premier temps, quand vous avez posé la question à savoir, est-ce qu'il faut compter essentiellement sur les bailleurs étrangers? J'ai dit non. Dans le programme du NEPAD, en fait, il y a une bonne partie qui est consacrée aux bailleurs locaux. Mais encore, comment les pousser à participer dans un tel programme, je pense qu'il faut leur offrir un cadre qui est acceptable. Par exemple, vouloir leur proposer une route qui va du Maroc jusqu'en Afrique du Sud, tout le monde sait quelle partie du continent cette route va traverser. Beaucoup d'instabilités, comment dis-je, seront traversées. Et donc, dans ces zones stables, est-ce qu'un bailleur est prêt à investir dans un tel contexte? Je pense que non. C'est plutôt donc, moi je pense que dans la réalisabilité du NEPAD, il faut inclure tout ce qui est notion de bonne gouvernance qui est déjà. Mais je pense que nos présidents, les chefs d'État africains, ont encore à renforcer cette notion de bonne gouvernance. Parce qu'actuellement, le NEPAD, c'est quoi? C'est un secrétariat qui est basé en Afrique du Sud, à Johannesburg. C'est un secrétariat qui dépense de l'argent dans la bureaucratie, alors que, comme le disait le président Ouad du Sénégal, jusque-là, aucun résultat. Exactement, il n'y a rien de conseil pour kilomètre de route n'a été fait. En fait, je voudrais revenir et pour dire que je n'ai jamais critiqué le NEPAD dans sa globalité. Je dis l'idée, elle est bonne. Mais je voudrais... C'est sa mise en application. C'est sa mise en application et c'est la naïveté qu'elle charrie, cette idée. Je vais dire que, c'est vrai, le NEPAD d'aujourd'hui, ça donne quelques emplois à quelques fonctionnaires africains, à quelques experts africains, mais il faut faire des... Vous savez, j'ai discuté un peu avec des Chinois pour savoir comment est-ce qu'ils essayent de mettre sur pied leur capacité à être ce que nous savons aujourd'hui. Il ne faut pas embrasser trop gros, on n'y arrivera jamais. Qui trop embrasse, mal éteint. Oui, qui trop embrasse, ça dit que quand moi je lis qu'on fera une route qui ira de Johannesburg à Casablanca, ou bien, je ne sais pas, des oléoducs qui partiront du Nigeria, traverseront toute l'Afrique. Je dis, c'est très beau. Mais surtout qu'on le fait en pensant que les autres viendront nous aider. C'est là où je trouve le problème, et je leur dis, c'est complètement naïf. Il faut pas. Oui, l'utopie, moi j'ai toujours apprécié l'utopie. Si c'est encore l'utopie, je comprends. Peut-être pour dire qu'un jour on fera ceci. Mais il faut d'abord commencer. Comme le président Ouad, qui est l'un des promoteurs du NEPAD, l'a dit, on a attendu depuis, je ne sais pas, depuis près de 8 ans. Pas un seul kilomètre de route n'a été fait. Et il ne sera pas fait. Donc, il faut qu'on revienne sur Terre et qu'on pense à des petites réalisations qu'on peut faire en restant dans l'esprit du NEPAD. Parce que je dis... Revenons donc sur la théorie de la Renaissance africaine de Dieng Logo. Alors, dans cette théorie, qu'est-ce que vous évoquez comme élément pour pouvoir justement opérer cette Renaissance africaine? En fait, il y a 8 axes que nous avons développés. Évidemment, il y a l'axe politique.
C'est-à-dire, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission, quel est le rôle des intellectuels? Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du terrain politique dans nos différents États? Il y a par exemple le génocide rwandais. Nous voyons qu'en fait, peut-être on va nous dire que c'est des paysans qui utilisaient les machettes, mais encore, qui était à l'origine de ce problème? Le concept d'ivalité à l'ouest du continent, qui a forgé ce concept? C'était évidemment des intellectuels du temps d'Oufek. Donc nous voyons que du côté politique, en matière de renaissance africaine, il faut une orientation politique qui doit être fixée par les leaders. Et je pense que c'est ce qu'apporte le NEPAD. C'est pour la première fois que des chefs d'État africains décident de produire un document à l'échelle continentale pour prendre le destin du continent. Et il faut le saluer. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'il faut reconnaître ailleurs. C'est par exemple la notion de la paix, ce que j'appelle la renaissance de la défense. Il y a un conseil de paix qui est énoncé avec l'Union africaine. Donc je pense que aussi ce conseil de paix doit pouvoir être opérationnel et prendre son travail à l'échelle continentale. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous parle le cas du Darfour aujourd'hui et que le président soudanais puisse avoir la décision de dire qu'on autorise ou on n'autorise pas l'Union africaine. Je pense qu'on est en terre africaine et c'est à l'Union africaine de d'essayer d'exercer un pouvoir supra-étatique. Donc en gros, il faut qu'on arrive à ce stade que... Oui, mais ce que je vois, vous avez 8 axes, effectivement, 8 axes que vous évoquez en fait dans votre ouvrage, mais j'ai l'impression qu'il manque un axe. Que pensez-vous de la spiritualité? Je ferai réagir également. C'était une question qui m'a été posée. Oui. Et parce que la spiritualité est absente en fait. Exactement, la spiritualité africaine, cette question m'a été posée à l'origine. Elle n'existe pas? Mais j'ai dit, dans ce monde du XXIe siècle, nous savons que par exemple en Afrique, c'est vrai, il y a nos religions traditionnelles. Le cas du vaudou qu'on connaît, qui a été amené même par les esclaves jusqu'au Brésil. Je dis que quand même, aujourd'hui, l'Afrique du XXIe siècle, c'est quoi? C'est une Afrique où toutes les formes de religion sont plus ou moins présentes. Les religions monothéistes, d'autres religions sont présentes. Vouloir dégager, une notion de spiritualité pour cette Afrique, c'est quoi? On ne peut la placer que sous le thème de laïcité. C'est-à-dire que chaque Africain ait la liberté d'adopter les valeurs qu'elle veut, de défendre la religion qu'elle veut, la religion qu'il veut. Mais encore qu'il le fasse en conformité avec la loi qui est posée là, qu'il le fasse en accord avec son voisin, dans l'amour de son prochain. Je pense que c'est comme ça que j'ai vu, en fait, j'essaie de... Tout à fait. Oui, moi, je vois la démarche, elle est intéressante. Mais ce qui me gêne quand même, et ça, il faut quand même pouvoir en parler franchement, c'est qu'on voit que le problème de l'aliénation culturelle, le problème du complexe d'infériorité qu'on retrouve, par exemple, quand on parle des inventions, on a un peu l'impression que l'Afrique n'a pas véritablement collaboré à l'essor intellectuel de l'humanité, ce qui est fond dans la réalité historiographique en tout cas. Lorsqu'on aborde le sujet de la religion, on retrouve un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut prier dans la spiritualité de l'autre parce que la spiritualité africaine n'a pas des fondements aussi puissants que la spiritualité de l'autre. Et c'est là où je dis que l'historiographie peut être intéressante, tout simplement parce qu'en revenant au texte, il faut savoir que moi je dis vraiment des choses vraiment très simples. Lorsque on parle de hiéroglyphes, lorsque l'Afrique a inventé l'écriture, c'est vrai que d'une façon générale en Europe, on parle de hiéroglyphes, mais ce n'est pas le nom véritablement qui a été donné par les Africains à cette écriture. Le nom, c'est Médounéter. Médounéter, c'est les paroles saintes, c'est-à-dire l'écriture sainte, c'est-à-dire l'évangile. Donc je dis, si l'Afrique invente l'écriture et donne comme nom l'évangile ou l'écriture sainte, il faut voir finalement la portée psychologique, culturelle et spirituelle qui était donnée à cette écriture. Je tiens à rappeler qu'on parle de la Mésopotamie, mais la Mésopotamie, c'était essentiellement des contes. C'est-à-dire que l'intérêt qui poussait les hommes à créer leur écriture cunéiforme, c'était de pouvoir compter. Tandis que l'intérêt qui a poussé les hommes en Afrique à créer leur écriture, c'était pour révéler l'existence de Dieu. Donc il y a une vraie démarche aussi à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour résumer, oui, je dirais que je ne supporterai pas que quelqu'un qui soit, peu importe la religion qu'il a, mais qu'il ait l'impression qu'au niveau de l'Afrique, que l'Afrique n'a pas eu la même production intellectuelle. Ça, je ne le supportais pas parce que ça veut dire que la personne est mal informée, tout simplement. Conclusion pour Étienne Taillot? Oui, non, je voulais simplement, pour rebondir dans cette affaire de religion, lui dire que ceux qui avaient voulu instrumentaliser la religion pour
contribuer à l'aliénation de l'Afrique ont compris déjà il y a longtemps que ça ne pouvait pas marcher et que vous avez entendu par exemple l'Église catholique parler de l'inculturation, c'est-à-dire qu'on permet à l'Africain de faire la religion occidentale selon ses propres coutumes. Donc il y a une sorte de syncrétisme qui s'est installé avec le temps. Donc, alors, une conclusion pour le politique? Oui, je pense que quand même aujourd'hui, on est une société, l'Afrique aujourd'hui est à l'universel. Donc je pense que aussi toutes les religions ont leur place en Afrique. Et donc, c'est à nous aussi, Africains, quand je vois par exemple ce qui se passe au Nigeria, on me parle des États arabo-musulmans au nord, on me parle des animaux chrétiens au sud, et que quand je vois qu'il y ait possibilité d'une guerre, je me dis peut-être il y a l'État fédéral a commis des failles. C'est le même cas au Soudan, où on parle des arabo-musulmans du nord, les gens de John Garang au sud. Je pense que quand même, avant tout, nous sommes un peuple africain, nous avons nos valeurs qui nous unissaient avant, et donc les religions ont trouvé ce cadre, et donc ce n'est pas aux religions de nous empêcher de vivre en harmonie. Merci donc, chers auditeurs. Effectivement, donc, la théorie sur la renaissance africaine était nécessaire. Ndianogo s'y est essayé, donc sur 8 axes, voire 9 axes. Il est utile de faire la renaissance africaine, et donc, ensemble, changeons l'Afrique. C'est le message donc, que vous délivre ce rendez-vous du Club Mellebuck. Merci et à bientôt donc, pour d'autres rendez-vous.